Vous savez, il y a des films qui ne se regardent pas. Des films qui vous saisissent et qui vous embarquent. Et qui, sans que vous le sachiez encore, changent quelque chose en vous pour toujours. Moi, à l'époque, j'avais 7 ans. Je suis assis dans une salle obscure. Et là, sur l'écran, DeLorean accélère à 88 miles à l'heure. Une flamme bleue laisse des traces sur le bitume et elle disparaît. Ce film, c'était Retour vers le futur. Et le réalisateur derrière tout ça, c'est l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui. Robert Zemeckis. Un nom que vous connaissez peut-être sans le savoir parce que cet homme, il a façonné une bonne partie de notre imaginaire collectif, que ce soit Retour vers le futur, Forrest Gump, Qui veut la peau de Roger Rabbit, ou encore Seul au monde, il a repoussé les limites du cinéma de divertissement comme peu de réalisateurs ont su le faire. Mais voilà, la vraie question, et c'est celle qui va nous guider durant toute cette vidéo, c'est comment un gamin issu de la classe ouvrière, fils d'un père lituanien et d'une mère italienne, qui n'avait strictement rien à voir avec le cinéma, est devenu l'un des plus grands réalisateurs de l'industrie d'Hollywood. Et surtout, comment a-t-il influencé ma façon de voir le cinéma, et peut-être la vôtre aussi. Alors on y va. C'est parti pour le portrait de Robert Zemeckis. Robert Lee Zemeckis est né le 14 mai 1952 à Chicago, Illinois. Et quand je dis Chicago, ça a une grosse importance parce que c'est la même ville natale que Walt Disney. Une coïncidence ? Peut-être, un signe ? Sûrement. Ses parents sont d'origine européenne, son père Alphonse est lituano-américain et sa mère Rosa est italo-américaine. Ils font partie de la classe ouvrière du sud de la ville. Robert Zemeckis ne naît pas dans une famille d'artistes, où l'accès au monde du glamour et au cinéma est loin d'être simple. Robert grandit dans un quartier populaire avec une éducation catholique. Il fait ses études à leur Fenger Academy High School. Mais dès le lycée, quelque chose se passe. Robert Zemeckis commence à filmer en 8 mm. Pas parce qu'on l'encourage, sa famille ne connaît strictement rien au cinéma, mais parce qu'il est fasciné par la télévision, par les images, par le pouvoir de raconter des histoires. Et puis, il y a une soirée avec son père où il visionne Bonnie and Clyde, le film de Arthur Penn. What line of work you in? When you're not stealing cars. Well, I tell you, I'm looking for suitable employment right at the moment. Oh, yeah, but what'd you do before? I was in state prison. State prison? Et là, c'est la révélation. Il se rend compte que c'est ça qu'il fera de sa vie. Ses parents ne comprennent pas vraiment, mais lui, il sait. Il intègre d'abord la Northern Illinois University, puis il rejoint l'University of Southwest California, l'une des meilleures écoles de cinéma du monde. Et c'est là qu'il fait une rencontre essentielle dans sa carrière. Il rencontre Bob Gale, un scénariste. Et sans le savoir encore, c'est un duo qui va vraiment changer la face du cinéma. En 1973, pour valider son diplôme, il réalise son premier court-métrage, Fields of Honor. C'est un court-métrage qu'il réalise, qu'il produit et qu'il monte tout seul. Et le jury est tellement impressionné qu'il remporte le Student Academy Award. C'est l'Oscar étudiant. Et ce film va faire son petit chemin jusqu'aux oreilles d'un certain Steven Spielberg. Donc Steven Spielberg le contacte, ils se rencontrent et lui propose directement d'être son producteur exécutif sur ses 2 prochains longs métrages. C'est pas mal quand même, hein ? Ça va. En 1978 sort Crazy Day, une comédie évoquant la première tournée américaine des Beatles. Alors c'est bien reçu par la critique, mais c'est un flop commercial. En 1980, La Grosse Magouille, coécrit avec Bob Gale, même chose. Critique favorable, mais box-office, décevant. Entre-temps, Zemeckis et Gale ont une histoire en stock. Une histoire d'un ado qui voyage à travers le temps avec une DeLorean et dedans il y a un savant fou. Tu vois quel film c'est. Mais bien évidemment, cette histoire, aucun studio n'en veut. Il a été proposé 47 fois et 47 refus. Et bien sûr, Zemeckis, il abandonne pas, il continue à peaufiner ses idées et garde le projet pour plus tard. Le salut de Zemeckis, à cette époque, vient d'un acteur, Michael Douglas, qui lui propose de réaliser un film d'aventure qu'il va produire et où il jouera aux côtés de Kevin Turner. Ce film, c'est À la poursuite du diamant vert. Le film sort en 1984 avec un budget de 10 millions de dollars et fait au box-office un joli 115 millions de dollars. 2 Golden Globes, c'est le décollage, enfin. Et sur ce tournage, Zemeckis fait une rencontre qui va sceller le reste de sa carrière. Il rencontre le compositeur Alan Silvestri. Dès lors, les 2 hommes ne se quitteront plus jamais. Chaque film de Zemeckis portera la signature musicale de Silvestri. C'est leur langage commun. Fort de ce succès, les studios Universal donnent enfin le feu vert à Zemeckis et Gale pour lancer leur projet chouchou, Retour vers le futur. 1985, Retour vers le futur sort dans les salles américaines, sans star à son affiche. Michael J. Fox est encore relativement peu connu, c'est vraiment l'ascension de sa grande carrière.
et le film devient un phénomène de société immédiat. Il engrange 212 millions de dollars aux États-Unis, l'équivalent de 530 millions en valeur actuelle. Le scénario est une mécanique d'horlogerie, chaque détail du début se résout à la fin, c'est de l'écriture cinématographique au sommet de son art, et Zemeckis et Gale obtiennent leur première nomination à l'Oscar du meilleur scénario. Entre les deux volets de Retour vers le futur, Zemeckis tente une nouvelle expérience avec un film qui s'appelle Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui mélange des prises de vue réelles et du dessin animé. Et pour y parvenir, il réussit un tour de force, c'est-à-dire une alliance entre deux studios ennemis à l'époque, Disney et Amblin Entertainment, la société de Steven Spielberg. C'est l'un des 5 plus gros succès de l'histoire du cinéma à cette époque-là. Puis arrivent les épisodes 2 et 3 de Retour vers le futur qui sont tournés quasiment d'affilée pour optimiser les budgets. Le second, sorti à Noël 1989, performe bien mais sans retrouver l'éclat du premier. Le troisième, en 1990, avec des décors de western, déçoit davantage au box-office. Mais les 3 épisodes restent des œuvres de référence ancrées dans l'inconscient collectif de plusieurs générations. En 1994, Robert Zemeckis livre son projet peut-être le plus personnel et le plus ambitieux, Forrest Gump. Pour moi, Forrest Gump, c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma américain. Vraiment. Il y a tout dans ce film. Et je sais pas toi, mais moi, je verse ma larme à chaque fois que je le vois. Le projet est risqué, Paramount rechigne à financer certaines scènes. La fameuse séquence de course où Forrest Gump traverse les États-Unis, le studio annonce qu'il ne peut pas la financer. Le budget est dépassé. Mais Zemeckis s'y tient bon, et Tom Hanks aussi, et ils financent cette scène avec leurs propres deniers. Zemeckis, lui, n'imaginait personne d'autre que Tom Hanks. Et Tom Hanks a demandé une seule condition pour accepter, que tous les événements historiques du film soient scrupuleusement exacts. Et le résultat pour ce chef-d'œuvre, 683 millions de dollars de recettes au box-office. Et c'est franchement vraiment mérité. 6 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Zemeckis et du meilleur acteur pour Hanks. Et cerise sur le gâteau, c'est Steven Spielberg en personne qui lui remet l'Oscar ce soir-là. Après Forrest Gump, dont les effets spéciaux ont réussi à intégrer de vraies personnes dans des images d'archives, notamment avec les anciens présidents américains, il continue d'explorer le numérique avec le film Apparence, avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer. Au début des années 2000, Zemeckis se lance dans la production de films en motion capture, une technique bien connue aujourd'hui qui consiste à capturer les mouvements de vrais acteurs pour les transposer sur des personnages numériques. Le Pôle Express en 2004 avec Tom Hanks, La légende de Beowulf en 2007, Drôle Noël de Scrooge en 2009 avec Jim Carrey. Ces films sont techniquement très ambitieux, mais le public ne suit pas vraiment, quoi. Et en 2010, Disney ferme son studio Imagine Movers Digital et Zemeckis se retrouve un peu le bec dans l'eau. Une page se tourne, brutale. Mais Zemeckis ne tombe pas. Il rebondit. En 2012, il revient au cinéma traditionnel avec Fly. Un drame intense porté par Denzel Washington, un retour aux sources avec un budget modeste, et ce film est un succès critique et commercial. Et là, je veux revenir sur quelque chose d'important pour moi, parce qu'on a tendance dans notre culture à ne voir que les succès, mais les échecs en disent long sur un réalisateur. Et Zemeckis, il s'est jamais arrêté. Il a toujours continué à prendre des risques, toujours continué à faire des films, malgré les flops commerciaux. En 2024, Zemeckis revient avec Here, une expérience narrative audacieuse qui explore un même lieu à travers différentes époques. Et toujours avec Tom Hanks, et toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Leur duo reste l'une des collaborations les plus durables et les plus fructueuses du cinéma américain. Tom Hanks est à Zemeckis ce que De Niro était à Scorsese, son acteur fétiche, son alter ego à l'écran. En 2001, l'école de cinéma USC, qui a formé Robert Zemeckis, a inauguré un bâtiment à son nom, le Robert Zemeckis Center for Digital Arts, le premier centre de formation américain entièrement dédié au numérique. Robert Zemeckis a eu des succès monumentaux, il s'est cassé la gueule plusieurs fois, il a souvent eu des flops aussi. C'est pas quelqu'un qui fait des films parfaits, c'est quelqu'un qui fait des films nécessaires. Voilà, c'était mon portrait de Robert Zemeckis. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de voir ou revoir ces films. Dites-moi en commentaire quel est pour vous le meilleur film de Zemeckis. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager et ça aidera la chaîne à grossir. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je publie régulièrement. Et si vous connaissez quelqu'un pour qui, comme moi, Retour vers le futur a un peu changé de vie, envoyez-lui.
Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.